Du coup, bienvenue dans ce nouveau ciné-déj entre bons copains, entre thé et infusion croissant, avec de la brioche, du Coca-Cola, enfin il y a tout. Coca-Cola, pas que, mec. Oui, Coca-Cola. Du coup, je suis toujours avec Armand en face de moi, Bien le bonjour. avec Nolan en Salut. diagonale. Non mais refais pas la même présentation. C'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 films, notamment du coup Last Word. Last Words, ensuite Uncle Frank, Goodman. Terrible. Les deux Alfred. et les deux Alfred. Du coup, on va commencer avec Last Words. Alors, parmi nous, il y en a que 2 qui l'ont vu, Terence et Armand. Qui va en parler en premier, peut-être inspiré. Vas-y, Armand. Alors, déjà, c'est très difficile au début parce que on nous explique un peu où va se dérouler le film. On est dans un univers dystopique où tout n'est que désert, la Tour Eiffel est détruite, tout n'est que terre et sable, et l'humanité va tenter de revivre, et 2 personnes vont tenter d'aller jusqu'à Athènes. J'essaie de le résumer à ma sauce. Vont tenter d'aller jusqu'à Athènes et vont trouver un groupe de personnes et Le survivant. de survivants, oui, et vont tenter de faire renaître l'écosystème et le cinéma. Voilà. C'est vrai que... oui. Après, alors, bon, ce film... Vas-y, on fait naître l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien revoir Avengers, moi. Il y a quand même moi, je suis pas trop d'accord avec Armand. Moi, c'était plutôt l'inverse. La première partie, je la trouve plutôt bien. Ce truc un peu post-apocalyptique qui était sympa, surtout que c'était vraiment pas dans le truc ultra américanisé avec voilà le lierre qui est monté partout. C'est juste ouais, tout est délabré. Voilà, on a un personnage principal qui arrive à Paris. Il y a juste, on reconnaît Paris que grâce À la Tour Eiffel. aux plaques, bah non, même aux plaques des noms de rues, quoi. Ah oui, aussi. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé cette partie où voilà, ils évoluent dans le monde que nous on connaît pas. Puis à partir du moment où le personnage, j'y trouve, il arrive à dans une cinéthèque, la cinéthèque de Bologne, et il commence à se prendre de passion pour le cinéma. Et c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est du vu et revu, quoi. Il se prend de passion et il essaie de refabriquer une caméra. Ça fait très film qu'on avait l'habitude de voir dans les années 80, quoi. Sauf qu'on est en 2020. Donc, Ouais, mais après l'univers se passe en 2087. 85. Oui, 85. Vraiment, en tout cas, Honnêtement, 2 années... oui, 2 années. Ouais, non, Deux années. parce que le dernier homme, parce qu'il le dit au début, je spoil pas, le dernier homme, donc lui, il meurt en 2086. En 2087, c'est pas cohérent. Mais ça ne veut pas dire que si l'homme n'est pas présent en 87, elle n'existe pas cette année. Bon, bref. Du coup, oui, donc un film plutôt vraiment qui va parler de lui-même, en fait, du cinéma. Ouais. Bah, après, c'est pour moi, j'avais un peu l'impression de voir un cinéma Paradiso revisité, quoi. C'est-à-dire que t'as un mec qui connaît pas trop le cinéma et qui se prend de passion pour le truc, et à partir de là, ça part en séance improvisée tous les 4 matins, quoi. Pour moi, c'était Cinéma Paradiso, mais version apocalyptique, quoi. Après, c'est plus une redécouverte et une renaissance du cinéma dans cette deuxième partie. Comme tu l'as dit, tu n'étais pas vraiment très fan. Ouais. Moi, j'ai bien apprécié, alors que pour la première partie, j'avais un peu de mal. Parce que cette renaissance du cinéma, tu la vois vraiment auprès des survivants qui déjà se réadaptent à l'image. Rien qu'au début, quand ils sont surpris par les premières images de la danseuse, puis au fil du temps, ils commencent par apprécier les images, à les écouter, comme par exemple la diffusion d'un concert, une musique des Monty Python. Alors là, vraiment, j'étais à fond sur cette scène-là. Donc oui, c'est plus pour faire revivre l'art du cinéma et de la pellicule, parce que vraiment, il y en a de la pellicule. Je ne sais même pas comment il a fait pour les trouver, même encore. Il fabrique de la pellicule. À un moment, il fabrique un petit bandeau de rien du tout, puis il se retrouve à filmer pendant 2 ans non-stop, quoi. Non mais voilà. Et du coup, nous, on a recueilli après des avis à l'extérieur, à la sortie des salles, ils ont d'autres avis. Du coup, on écoute ça tout de suite, après on va réagir. Ça va? Oui. Allez. Très déprimant, un peu pince-homme, un peu fable écologique, comme on en voit beaucoup, très à la mode.
Mais voilà. Vous avez aimé Non, pas du tout. Non, moi, disons personnellement, je ne me serais pas déplacée au cinéma pour aller voir ce film-là. C'était très long. Un poil écolo, méta-écolo. Je vais rester polie, mais je pense qu'il ne faut plus faire des films comme ça. Bon, honnêtement, bonne vision du futur. Le fait qu'il n'y ait pas de ressources ou quoi que ce soit, c'est assez réaliste. Et puis au niveau du cinéma, ils ont réussi à mélanger l'ancien cinéma avec le nouveau et ça c'est bien fait. Ça fait très peur et ça donne surtout pas envie de connaître la Terre à ce moment-là, quoi. Et la nature humaine est vraiment montrée sous un jour qui donne pas envie, quoi. Moi, ça m'a rappelé Soleil Vert. J'ai pensé à Soleil Vert quand j'ai vu ça. Et je trouve que voir ça en ce moment, avec ce qui se passe avec le Covid, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Voilà. Franchement, je les trouve un peu bâtards quand même. C'est du terrible. Des coups à la ceinture se portent. Je les trouve un peu bâtards, genre ouais, faut pas faire ce genre de film. C'est un peu bâtard parce qu'en vrai, le film, il est moi je trouve que dans sa forme, il est ultra intéressant. C'est vrai que dans son fond, comme le mec, à un moment il dit femme écologique, c'est très à la mode. C'est vrai que bon, c'est pas très innovant. Après, c'est vraiment le sujet actuel, hein, l'écologie, changement climatique. Ça, c'est actuel. Personnellement, ça m'étonne pas. Hein. J'ai l'impression que c'est le seul truc qu'ils ont retenu du film, quoi. Bah ouais. Après, c'est peut-être le seul truc un peu plus parlant parce que la renaissance du cinéma, bon, c'est cool, mais sur un film post-apo. Oui, voilà. Après, il faut être conscient que le mec, il a quand même mis son histoire dans un univers post-apocalyptique, post-catastrophique, etc. Donc forcément, je veux dire, c'est pas comme Cinéma Paradiso où t'as le mec qui va te découvrir dans un endroit, vrai cadre, voilà, dans un cadre beaucoup plus doux, etc. Là, on n'est pas sur un récit d'initiation, mais un récit de... ça reste un récit d'initiation pour le mec qui découvre le cinéma, pour en fait toutes les personnes qui découvrent le cinéma. Et c'est vrai que... L'initiation à l'humanité, un peu. Hein L'initiation à l'humanité. Un peu. Ouais. Ah, mais le parallèle, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'as l'humanité qui se casse la gueule, et en parallèle, t'as l'art qui commence à renaître. Est-ce que c'est pas une vieille métaphore un peu pourrie pour dire que finalement, on est tous un petit peu nocifs mais voilà, non, c'est intéressant. Alors, s'il vous plaît, écartez-vous d'une pastille rouge. Aïe. Ensuite, peut-être quelque chose à dire, Armand? Sur les avis, non. Parce que nous, à la sortie, on a eu l'impression que c'était un film très long et très chiant. Ouais. Et ils nous l'ont pas bien vendu, du coup, Il y a les des gens. trucs à garder quand même dedans. Ouais, il y a des trucs à garder. Truc à regarder. Du coup, deuxième film qu'on a vu ce matin pour la compétition, c'est Uncle Frank. Là, on l'a tous vu. On est d'accord. Ouais, on l'a tous vu. On s'est toujours pas endormi. Donc ça, c'est cool aussi. Et Uncle Frank, c'était vraiment un très bon film, je trouve. Ouais. Tout le monde ici. Simple, mais très bon, j'arrive jusque là, mais. Très bon film, honnêtement, dans sa thématique, dans les thématiques qu'il traite, etc. Honnêtement, je trouve qu'il est très juste. Il est très juste et ça va pas au-delà. Voilà. Et mention spéciale à Paul Bettany que je trouve très bon dans ce film, qui donne une très belle interprétation. Et aussi pour l'image, surtout au moment où il était vers le lac. Non, je trouvais que ça Justement, j'ai trouvé qu'il y a 2-3 plans autour du lac là. Ils sont pas... un peu bizarre et inexplicable. Ouais, le gros plan drone là où ça passe assez vite comme ça. Mais plan rapport, je veux dire, pas au-dessus. Ah oui, après, oui. Perso, moi j'ai eu quelques réserves quand même par rapport au film. Je crois que je suis celui qu'on a le plus. Parce qu'en fait, je trouve que le film est bien parce que du coup, il traite, ça on l'a même pas dit, mais il traite de l'homosexualité dans les années 70. C'est genre une famille du sud des États-Unis, donc vraiment. La bonne famille. La bonne famille du sud, quoi. Et encore, je trouve que c'est vachement... Ouais, mais au début, vraiment, ça part très très mal. D'ailleurs, et du coup, c'est juste le grand-père. Bah non, le fils... Ah oui, c'est vrai. Oh putain, oui, il y a quelques reliques. C'est des trucs... bref. Et heureusement, il était pas noir, hein. On l'a la vanne, on l'a. Mais... Comment dire, il y a un truc qui était... qui était très très juste, parce que du coup, c'est... le fils aîné de la famille
qui en fait est gay, et c'est d'abord sa nièce qui le découvre, parce qu'elle va faire ses études là où lui il est prof. C'est ça. Et du coup, c'est un peu son modèle aussi. Ouais, c'est un modèle, parce qu'en fait, le mec, c'est que il s'oppose un peu à toute cette famille du sud, un peu beauf, un peu c'est ça. Il est très raciste et tout. C'est un mec droit dans ses bottes. Et c'est vrai que la nièce le prend pour exemple, et elle découvre finalement assez tardivement que ça fait 10 ans que le mec est en couple avec un arabe qui s'est échappé de son pays parce qu'il pouvait pas vivre son homosexualité. C'est Walid. Dis Wally. Mais Wally. Mais non, c'était un film assez juste sur le traitement du personnage de l'oncle, voilà, parce que Uncle Frank, voilà. Et d'ailleurs très bien écrit les personnages, je trouve. Oui, les personnages sont vraiment très justes. et... Ça va pas dans l'extrême, genre par exemple Uncle Frank et l'oncle Frank. Ouais. Et est alcoolique, mais c'est pas un truc comme mode alcoolique. Non, c'est vraiment un truc. Voilà, c'est développé petit à petit, surtout il commence pas la relation, les relations entre les personnages, etc. sont vraiment juste en fait. Ouais, c'est très ça va pas dans le. L'humour est bien dosé dans le sens, genre les répliques elles tombent plutôt bien à chaque fois, c'est pas, y a pas de lourdeur dans l'écriture. Ça coupe pas, ça qu'on a souvent l'habitude, genre là on en avait vu des films où c'était comme ça, où il y avait des touches d'humour, et en fait ça tombait très très mal parce que ça coupait l'élan émotionnel qui était en train de se mettre en place, et là ça tombait toujours très très juste. Après pour moi c'est pas du tout un grand film, tu vois, que Frank, ça reste très appréciable. C'est bien écrit et tout. En termes de forme, moi je trouve ça inintéressant, vide en fait. Et le sujet, c'est le genre de truc dont on a de plus en plus l'habitude, quoi. Donc ça. Bah, du coup, je vous propose, c'est qu'on réécoute encore une fois un petit peu quelques avis des gens. Uncle Frank, je trouve que c'est un très bon film, comme seuls en fait les Américains savent le faire. Ça veut dire qu'il y a une espèce de maîtrise à tous les niveaux. On est sur une histoire qui est sans doute déjà vue, hein, une histoire d'homosexualité qui est cachée dans le sud des États-Unis dans les années 70. Donc voilà, on a déjà vu ça, mais c'est particulièrement remarquable dans l'exécution. Ça donne envie, franchement, que d'autres films dans ce type-là soient faits. Et le réalisateur l'a dit au début. Il a dit qu'il voulait intégrer les minorités grâce à ce film et c'est incroyablement réussi. Donc c'est formidable, formidable film. Donc c'était très touchant, très émouvant et que c'était un très très beau film. Les acteurs sont incroyables, que c'est traité avec l'humour, la finesse. Il n'y a aucune lourdeur, même si c'est américain, ce qui peut être parfois un peu caricatural. Il a évité tous ces écueils-là, je trouve effectivement. Il donne absolument envie de continuer à poser un regard juste sur ce qui se passe pour des personnes qui s'aiment tout simplement, quoi. C'est accessible à tout le monde, donc même les personnes qui seront moins ouvertes d'esprit, les anciennes générations, ça les ouvre un peu là-dessus. Le scénario, c'est Alan Ball, qui est connu pour avoir écrit entre autres, je pense, American Beauty et d'autres films. C'est quand même pas le premier venu. Et puis il y a, c'est un film qui arrive en tout cas de par cette qualité de fabrication, arrive à envoyer des émotions et à vous passer comme ça du rire avec des moments vraiment très drôles à des moments beaucoup plus touchants. Du coup, ouais, donc dans l'ensemble des avis plutôt, très positifs. Un peu trop même. Trop positif. Trop. Non, moi je pas très étonnant, je trouve. Après. Ouais, mais comme on l'a dit un petit peu avant, c'est vachement bien écrit, c'est très juste et ça fait mouche, et ça a fait mouche pour la plupart des gens en fait. En fait, ça fait mouche émotionnellement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment le mec il dit ouais, il y a que les Américains pour faire ce genre de film. C'est vrai que les trucs où ça touche comme ça émotionnellement, c'est vrai qu'en dehors des films américains, on trouve moins ça. Trouve. Comme on a vu dans les films d'après. C'est sûr. Oh là là. C'était un teasing, c'est parti. C'est vrai que voilà, c'est vrai que les Américains pour ce qui est émotion, ils sont plutôt bons. Et dans le traitement aussi. Hein. Encore une fois, après le film dont on va parler juste après, hein, il y a un traitement totalement, une maîtrise du traitement du sujet totalement différent. À côté de la plaque. Voilà. Mais oui. Le truc après, c'est que là où il est très fort, le film, c'est qu'il arrive à, encore une fois, manier à merveille le côté comique et dramatique. Parce que quand c'est comique, ça fait mouche. C'est pas tout le temps comique à faire des blagues. Ouais, mais surtout, c'est pas comique. Tu t'esclaves, t'es genre en mort de rire sur ton truc.
C'est juste, tu souris. Voilà, bah c'est comme t'es comme les personnages quoi. Quand ils se sentent bien, tu te sens bien. Quand ils se sentent mal, exactement. Tu te sens mal. Donc, il y a un vrai côté empathique dans le film quoi. Du coup, film suivant, Goodman. Oui, ouais. Enfin non. Film. Film, oui, voilà. Film parce qu'il y avait une caméra. C'est gâché. Honnêtement, on commence. C'est tout est gâché. C'est dommage. Bah, franchement, quel autre adjectif on pourrait dire? C'est une merde. Ouais, catastrophique. Honnêtement, décevant. Le sujet qui pouvait être traité pourrait être intéressant, mais déjà sur une base. Bah déjà, donne le sujet. Oui. Donne le sujet. Mais du coup, c'est la transsexualité. Ouais. Et un couple qui... Sujet compliqué quand même. Voilà. Où Noémie Merlan joue un transsexuel, alors que c'est une femme normale. Cis hétéro, quoi. Voilà. Enfin, donc, normal. Oui, plutôt plus cis hétéro que normal. Mais voilà, du coup, déjà, ça part sur un postulat un peu compliqué. Donc. Ouais, voilà, Noémie Merlan joue un mec trans comment dire, et donc en couple avec une femme donc les deux veulent avoir un enfant, sauf que la femme en question du couple ne peut pas avoir d'enfant, donc c'est Noémie Merlan, donc Benjamin dans le film. Benjamin. Anciennement Sarah, qui va décider de porter l'enfant. Quand même assez particulier comme parce qu'elle n'a pas encore situation. Il n'a pas encore concrètement fini sa transition. Exactement. Physique. Donc en fait justement ils interrompent le processus pour permettre cette procédure, qu'il soit qu'elle soit enceinte. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est donc ça pose déjà des c'est quand même assez compliqué, genre c'est dur à aborder comme sujet parce que bon là on parle quand même de transsexualité, on parle de couple, on parle de parentalité, c'est vrai que en plus encore une fois c'est une femme cis hétéro qui réalise, un Marie Castille mention char. Et il faut dire que encore une fois, voilà, elle fait pas que réaliser, elle écrit aussi. C'est elle qui l'a écrit. Elle a écrit. Et j'aurais été curieux de voir comment elle l'a écrit parce que. Dans le noir, dans le noir, l'écran éteint en fait. Et les yeux fermés. Même pas regarder, peut-être pas regarder sur Wikipédia. Par contre, elle avait Twitter apparemment. Le truc c'est que c'est quand même très, très très mauvais dans l'écriture des personnages, dans l'écriture des dialogues, c'est encore pire. Les dialogues. Mais après, honnêtement, déjà quand t'es pas aidé par les dialogues, va jouer des mauvais dialogues. Honnêtement, tu peux être le meilleur des acteurs quand t'as des mauvais dialogues de base. C'est compliqué. Bon, après, les acteurs ils cherchaient quand même. Non, parce que honnêtement, Noémie Merlan, c'est pas une mauvaise actrice. Oui, non, elle a su casting, sur quelques scènes, elle a pu rattraper. Mais le reste, c'était vraiment très mauvais. Il y a, moi, tout le monde se rappelle de cette scène. Oui, l'engueulade. L'engueulade entre lui et son frère. C'est à coup de. C'est des phrases clichés. C'est des phrases si clichés de ce qu'on voit tous les jours. C'est pas que c'est faux, mais comment dire. Ça élève pas le sujet, ça l'approfondit pas, et puis c'est pas personnel. Ah non, tu t'en vas impacté par le truc. C'est impersonnel, comment dire, on dirait des disputes qui ne servent à rien. Non, mais des arguments que deux personnes non concernées donneraient. Voilà, des arguments non concernés, des arguments tellement ça nous touche à peine la surface. Ça l'effleure. Ouais, ça l'effleure. Ouais, en fait, mais c'est un peu le problème du film, c'est que ça effleure tout le sujet. Ça en parle sans le traiter en profondeur, en fait. Et le pire, c'est que c'est vrai que déjà il y a quasiment personne qui a vu ce film et grand bien leur face. Mais c'est vrai qu'on a regardé sur Letterboxd, donc l'application, enfin un site internet pour enregistrer les films qu'on voit. Et donc dans les personnes qui avaient vu, donc on était 10 à tout péter à avoir enregistré le film sur Letterboxd. Il y avait 2 critiques et 2 personnes trans qui disaient non mais ce film, en gros c'est vraiment mensonger comme pas possible. Et en tant que personne trans, je trouve ça encore abominable qu'on fasse jouer des personnes trans par des personnes cis hétéros. Et c'est vrai que c'est pas que sur Letterboxd, sur Sens Critique, t'en as plein. Ah ouais, bah tu vois. Et c'est là par contre sur Sens Critique qui se fait déclinguer. Mais oui, mais tu sais que c'est normal. Ah oui, c'est normal en fait, c'est normal en plus ce film qui est vide artistiquement, je veux dire déjà bon voilà, il y a le sujet qui
qui est Le déjà montage. abordé d'une manière assez douteuse. Mais alors là, artistiquement, c'est un néant en fait. Le film. C'est le pire montage de tout le festival. Bon, attends, c'était que le deuxième jour. Hein. Non, Il reste encore des pour le journées. moment, mais honnêtement, il se met déjà dans le haut du panier. C'est ultra linéaire, ça cut à des moments totalement au pif. Les dialogues sont à toi, à moi, à toi. C'est du ping-pong de celui qui parle. Il n'y a pas de fluidité, c'est pas fluide du tout. C'est mauvais. Et le pire à noter quand même, c'est que ce film était en sélection du coup à Cannes 2020. Parce que ce film, il faisait partie de cette sélection. C'est pour ça qu'on le retrouve ici. Et je comprends pas. Et je pense quand même que on rentre encore malheureusement dans cette dynamique où en fait on choisit des films pour leur actualité. Et c'est vrai que pour leur caractère social entre guillemets. Leur qualité à être un peu friendly. Ouais, c'est ça. Avec une communauté, avec un. C'est bien vu de faire des films LGBT friendly, sauf que quand t'en fais, si t'en fais un, il y a une grande chance que ce soit pas bon, surtout si t'es pas concerné. Enfin, je veux dire. C'est ça. Voilà. La réalisatrice, elle a rien de cet univers. Elle a voulu en faire un peu par hasard, je pense, ou par opportunisme, pardon. Ben, il a bien dit, Thierry Flamme au début, c'est elle qui avait fait Le ciel attendra, je crois, sur un film sur Charlie Hebdo, ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, donc en fait, elle se nourrit de l'actualité pour te pondre des trucs qui disent rien, qui. Voilà, c'est d'une tristesse en fait artistique. Puis les mecs ça porte des vestes en cuir, ça joue à Street Fighter sur la Play 4. Déjà, déjà ils jouent mal en plus, ils jouent très mal. Juste une question ou deux, hein, on n'est pas tous des mecs qui jouent à Street Fighter et portent des blousons en cuir. Il y a des mecs. Ouais, ça, même en dehors de ça, il y a efféminés. Oui. Mais ça reste des hommes qui se considèrent comme des hommes. Là, on dirait que la transition, ça passe de je suis avec ma petite salopette machin, je passe d'un mec avec de la barbe, avec manteau en cuir, et Street Fighter. Vas-y mon pote, j'ai toujours été ton pote, je te prends l'épaule. À un moment donné, on fait pas tous ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a en dehors de comment dire la transsexualité, il y a une espèce de représentation de la virilité qui est, enfin, je trouve ultra toxique. C'est-à-dire que même pour les hommes et pour les trans, ça veut dire il y a un truc, c'est que on te remet un peu comment dire la vision de l'homme parfait, c'est-à-dire que voilà Benjamin, donc le personnage joué par Noémie Merlan, si c'est un trans, enfin si c'est un homme, du coup il doit avoir la barbe, tatoué de partout, le manteau en cuir, la voix grave, faire du sport tous les matins avec les haltères dès qu'il se lève. Je trouve que c'est faux, enfin je veux dire c'est pas bon, même pour les trans, tu vois, qui peuvent se sentir masculins sans pour autant avoir tout ça. Enfin je veux dire ça aurait été même plus juste. Je pense que ça aurait été même plus juste. D'ailleurs, il y a des petits passages où on voit espèce des quelques étapes de transition. Voilà, au début elle avait les cheveux longs, puis après elle commence à se couper les cheveux, puis elle change sa manière de s'habiller. Et pourquoi en fait pas juste en rester là dans la représentation de la transsexualité, plutôt que d'en faire l'archétype de l'homme viril un peu con, tu vois. Enfin, c'est dommage. Oui, un peu con qui. Oui, voilà. En plus, je suis désolé, mais à côté, c'est un infirmier. Voilà, infirmier, donc encore tranquille, normal. Tu vois, et ça aurait été très bien comme ça, je veux dire. Non, mais bon, après, le fait d'avoir casté aussi Noémie Merlan, qui est quand même très féminine. C'est aussi. je veux dire, c'est pas très intelligent aussi. Hein. Ouais, c'est pas très. Ouais. Mais même prendre une femme pour jouer un homme. Après, c'est plutôt logique parce que c'est une femme concrètement qui se transforme en homme. Oui. Là, c'est une femme qui est transformée, maquillée en homme. Je pense qu'elle a voulu faire une sorte de même processus cinématographique, mais ça passe pas du tout. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'elle a surtout pris une femme pour pouvoir se permettre de faire ces fameuses étapes de transition qu'il y avait. Mais en vrai, ça n'apporte rien au film. Ça n'apporte rien. De toute façon, le film, il n'y a rien qui apporte quoi que ce soit. La scène où ils se rencontrent, je la trouve bien. Ouais, ok. Sauf le moment de la drague, là, quand il touche les cheveux. Incroyable. Non, mais frère, même ça, non. Mais dans l'ensemble, en fait, dans l'écriture du film, il y a énormément de choses qui servent à rien. Il y a des choses qui sont posées et qui ne sont jamais réutilisées, et ça en fait juste des passages du film. Par exemple, l'accident de voiture.
Oui. À un moment, il y a Oui, un accident de voiture. Il y a un accident de voiture, ça Il sert ne à rien. sert à rien. Ça ne sert que dalle. C'est même pas dramatique, c'est même pas il y a peut-être des complications pour le bébé. Non, il va bien, du drama. il a pris son McDo, il va Ouais, bien. non, Il a pris un Ah oui. McDo à l'hôpital. Ah non mais voilà. Ah oui, vas-y. Alors, il y a une fameuse scène où Benjamin veut un Big Mac, potatoes, sauce curry avec un coca. Il y avait... Et des Kit Kat Balls. Je suis désolé, mais t'as oublié les Kit Kat Balls. Il y avait- Cette ligne était autant précise que le scénario du film. C'était incroyable. Non Voilà. mais surtout qu'il y a un vrai truc, c'est que en plus L'accident de voiture, mais... c'est elle va donc Benjamin est enceinte et sa femme voilà lui dit donc lui Benjamin dit ouais bah là j'aimerais bien le fameux menu Big Mac mes couilles et sa femme dit bah peut-être j'aurais pensé que tu allais vous demander des fraises. Là cette ligne de dialogue mais bordel c'est quoi ça? Elle est hilarante. Elle est très triste aussi. Pour en revenir quand même à l'accident de voiture, c'est ce que tu m'avais dit Nolan la dernière fois, c'est que ça nous montre la capacité de la réalisatrice à foutre des moments inopinés et pourtant dangereux, tu vois. Et pourtant, mais là, ça ne sert à rien, juste à amener le monologue de la mère quand elle va dans la chambre de la femme, Aude, Elle aurait pu le dire n'importe quoi. elle te sort 5 lignes de monologue, avec le même visage, aussi vide que l'espace, mon pote, mais c'est abusé. J'aurais voulu avoir une fille. Concrètement, j'aurais voulu avoir une fille. On n'a jamais été, on s'est jamais entendu. Ce n'est plus ma fille. Au revoir. Elle insistait bien sur les L. Ouais. Ouais. Ah là là, je suis pas très bien entendu avec elle. Oui, bon d'accord. Regardez comment la mère n'accepte pas son identité. Puis miraculeusement, je veux dire. Puis elle assiste à l'accouchement. Enfin, je veux dire, d'un coup, ils sont mariés depuis des années. Elle accepte pas du tout la transsexualité. Puis d'un coup, moi, je vais regarder, en gros, aller voir mon fils accoucher. Bon, j'avoue que la situation dite comme ça peut paraître chelou, mais elle arrive, c'est l'évolution de la relation. En fait, à part. Il n'y a pas d'évolution. Un bon anniversaire. Il n'y a pas d'évolution. Bah si, il y a l'évolution, parce qu'elle part de j'accepte pas la transsexualité à j'appelle Benjamin. Oui, un peu ça. Oui, mais du coup, c'est pas une évolution, c'est un saut en longueur. Oui, c'est. mais c'est vrai que ça servait à rien. Le seul truc qui peut être un minimum intéressant, je trouve, c'est l'évolution de la relation entre Aude et Benjamin. Donc Aude, la femme du couple, Benjamin, donc Noémie Servant. C'est le truc le minimum bien traité, je trouve. C'est un minimum bien traité. C'était un minimum juste. Un peu cet aspect un peu bizarre où ils veulent un enfant, mais la femme ne sert à rien. Elle se sent un peu rejetée. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées à des moments dans le film qui peuvent être intéressantes. Là, c'est comment se place la femme du couple finalement si vis-à-vis de la loi aussi. Ouais, vis-à-vis de la loi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la question du certificat de naissance. Elle apparaîtra pas sur le certificat de naissance. C'est vrai que ça fait des trucs chelous, quoi. Mais bon, c'est pas très, ça apporte pas grand-chose, quoi. À noter aussi que lors de la cérémonie, il y a un acteur qui est passé, qui adorait être là, et qu'on a vu exactement 3 fois sur 2 heures. Il avait un beau costume. 3 fois 5 secondes, quoi. Le mec qui apparaissait en fond. Il est caissier, puis d'un coup il est barman, et la 3e fois il a ramené des courses. Honnêtement, j'aurais tellement kiffé jouer dans ce film. et être là, finalement, sur la scène du festival de Deauville. Bonjour, vous me reconnaissez, je suis le caissier. Vous m'avez vu une fois là, à 7 minutes là, parce que je l'ai retenu, parce que c'est le seul moment où on me voit. Un peu gratuit ça, mais voilà, c'est un peu ça. Bon, alors, on va enchaîner. On parle du dernier film. Pour parler du dernier film qui est les deux Alfred. Merci les gars. Bruno Podalides. Membre du jury. Membre du jury, mais qui n'est pas en compétition. Ça aurait été la triche. Mais il est vachement bien ce film là quand même. Mais qui était du coup jury et qui était à Cannes. Et du coup, Thierry Frémaux est venu le présenter. Racontez-nous les gars, parce que c'était un énième film sélectionné à Cannes qui passe à Deauville. Film français du coup par Podalides. Ça raconte pas grand chose en fait. En gros, c'est un père de famille qui tente de trouver un travail et il va se retrouver dans une start-up où il doit travailler 24 heures sur 24. C'est les start-up françaises qu'on voit partout, où à l'intérieur tu fais du ping-pong, tu mouilles. T'as un trampoline, on est Jones. Les Jones, c'est tout qui utilisent des termes comme cheerf, overbooking et tout. C'est vraiment.
les startups d'aujourd'hui à la Macron. Et en gros, il veut postuler, mais il doit dire qu'il n'a pas d'enfant, alors qu'il bien sûr, c'est totalement faux. Le mec a 55 ans, il a 2 gosses, il doit s'en occuper, quoi. Surtout ça, il doit s'en occuper. Oui, il doit s'en occuper. Il doit prouver à sa femme qu'il peut s'en occuper. Voilà, c'est ça, et c'est un peu tout le ressort comique du film, c'est-à-dire qu'il doit réussir à bosser, il doit faire semblant qu'il n'a pas de gosse, il rencontre Bruno Podalides qui est le scénariste, je crois, le réalisateur, et qui joue un des rôles principaux. Bon, voilà, il se fait pas chier non plus. Et Bruno Podalides qui est un espèce de mec un peu perché qui est là pour aider comment il s'appelle déjà le personnage Arsène Temple. Non, mais le père de famille du coup. Bref, on s'en fout. Et du coup, comment dire, c'est un peu, ouais, il y a un ressort comique à une espèce de critique un peu vue et revue, un peu réac, je trouve, de la critique de la société. Voilà, on est tous débordés par le travail. Oh là là, la technologie. Ça fait un petit peu la critique de. C'est un peu la belle époque, quoi. Oui, c'est le début de la belle époque, quoi. Il y avait un autre film qui était un peu plus dans cette. C'est un peu dans la veine de Effacer l'historique. Qui est sorti il y a peu de temps au cinéma là. C'est un peu comédie, voilà. C'est des vieux qui essaient de faire un film de jeunes. Ça, c'est pas très très juste. Tu t'ennuies pas devant, c'est pas un grand film. Enfin, je veux dire, de là à être sélectionné au Festival de Cannes, vraiment dans la sélection officielle, donc il pouvait remporter le Grand Prix et tout. Faut pas non plus. Je pense que c'était pas autant dénonciateur, quoi. C'était plus pour dire, ouais, maintenant vous voyez ces startups et tout, il y en a partout. C'est un peu chiant, quoi. Et aussi voir les personnes, les adultes qui veulent entrer dans ces compagnies, qui veulent pouvoir survivre. Quand tu vois que le personnage principal n'a presque plus d'argent, qui tente de trouver des moyens pour sa famille et tout, même de là même à faire en sorte à ne pas montrer ses enfants. Moi je continue de voir ça comme une espèce de critique. Après, le film arrive quand même globalement à être assez drôle parce que à faire des espèces de vannes un peu con, mais ça marche, quoi. Ouais. Et en fait, c'était un bon film de divertissement, mais c'est vrai qu'on rentre un peu quand même dans espèce des comédies françaises qu'on a un peu l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire que bon, on n'est pas sur le truc raciste ou je sais pas quoi qu'on peut voir quand même assez souvent, mais on est quand même sur du classique, je trouve. Un humour un peu plus un peu décalé, pas non plus dans le sens un peu décalé, mais les coups de drone sur la face. Ouais, voilà, c'est centré. T'as un des éléments centraux, c'est le drone. Enfin voilà, c'est le drone. Ouais, le drone. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout. Je veux dire, ouais, il y a des plans au drone. Je veux dire. Non, c'est en fait des drones qui traînent dans tout Paris. Genre au début du film, tu vois un drone qui tombe par terre. Tu vois des drones tomber et c'est que au bout de 15-20 minutes qu'on t'explique qu'est-ce que ça fout là en fait. Et c'est l'histoire d'une start-up où des drones qui livrent, quoi, un peu ce que veut faire Amazon. Mais du coup, on reste dans cette dynamique de on critique un peu la société actuelle, les drones, la technologie, la start-up. Bon, il y a que des vieux pour faire un film comme ça en fait. Non mais c'est vrai, c'est un film de vieux. Mais c'est marrant. C'est marrant. Il y a de l'humour. C'est marrant, mais dans 2 jours je l'aurais oublié, quoi. En termes de mise en scène aussi, ça doit pas être. Ah bah non, c'est quand même assez vide. Tu poses la caméra et voilà. Ouais, c'est ça. Tu poses la caméra. En fait, c'est un film à gags et ça se contente de filmer les gags sans faire quoi que ce soit de plus, quoi. Donc non, voilà. Mention spéciale à Sandrine Kiberlin que j'ai trouvé hilarante et que ça fait du bien de la voir dans des films un peu plus légers. Oui, un peu plus légers. Ouais. Après, bon, elle est toujours très forte, hein, Sandrine Kiberlin. Très bien. On n'a pas vu toute la sélection de Cannes. Du coup, pour le moment, on a vu quand même une grosse partie. La moitié. Du coup, il nous reste, si j'ai bien compris, ADN. Ça, j'ai hâte. Ça, j'ai trop hâte. Il nous reste du coup ADN de Mai Wen, Slalom il n'y a pas de nom, c'est super. Et Rouge. Voilà. Donc on va encore avoir. On a plus, je pense. Plus non. Ça me paraît étrange. Vous verrez après, mais on en a que 3 encore. Ok. Un peu triste. Mais ouais. Mais du coup, ADN de Mai Wen. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez? ADN, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup ADN. Parce que c'est vrai que Mai Wen, elle a un truc. Elle a un vrai talent, quand même. Donc il y a moyen de voir
je pense, le meilleur film de la sélection de Cannes qu'on pourra voir à Deauville. Quoi. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez pour le moment de cette sélection de Cannes? Parce que Teddy c'est une sélection officielle. Ouais, ça reste une sélection officielle. Okay. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Teddy, c'est le meilleur pour l'instant. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de la sélection un peu? Est-ce qu'elle est bonne ou aussi merdique que l'année 2020? Oui, c'est pas ouf. Hein. C'est globalement à chier quand même. Il y a juste Teddy qui sort du lot. En dehors de Teddy qui sort vraiment du lot, enfin je veux dire, on se retrouve avec. Et Peninsula. Non. Tu m'enlèves Peninsula. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec Peninsula qui est quand même très cliché, zombie, un peu nunuche. Moi, je suis très fier qu'on ait assisté à la naissance d'un nanar à Cannes. Ouais, mais il y a quelque chose de mythique là. Mais voilà, et du coup, on a Peninsula, on a les deux Alfred qui est voilà, complètement oubliable. Le Goodman, voilà, bon, on va pas en reparler. Si, on va en reparler du coup. Mais voilà, non, c'est vrai que globalement, à part Teddy, pour l'instant, Cannes, ça nous présente quand même des beaux films de merde. Hein. Ils ont gardé peut-être tous les meilleurs pour. Ils ont pour la fin. Peu dédaigneux, ils ont envoyé des trucs à Deauville. Ah, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'à la base, quand ils avaient balancé les noms qui étaient censés être au Festival de Cannes cette année, on avait Wes Anderson, on avait, je crois qu'on avait Soderbergh, on avait comme des grands noms, il y en avait d'autres là tout de suite, je les retrouve plus, mais il y avait des grands noms quand même, et là on se retrouve avec ça, ça rend pas du rêve quoi. Et du coup j'ai pas vu, mais il y a aussi Des Hommes. Des Hommes, il est pas encore passé. Hein. Ouais, mais du coup il reste encore Des Hommes à passer du Festival de Cannes. Et il y a du coup Slalom qui a eu le prix d'Ornano Valenti. Ouais, c'est un prix très spécial de Deauville, qui est le seul prix de Deauville donné à un film français. L'année dernière c'était Les Misérables, et cette année du coup c'est Slalom. C'est Slalom qui est passé à Cannes et qui prix d'Ornano 2020. Hein. Oui, cette année déjà. Ça peut être bien. J'imagine que si l'esprit là, c'est que c'est pas mauvais. Les Misérables c'était une très bonne surprise. Et ça, c'est vrai que le voir à Deauville c'était très bien, le voir récompensé, je pense que c'est légitime. Voilà. Donc pour le moment on reste quand même sur Teddy, meilleur film de cette sélection. C'est ça qui est un peu triste, c'est qu'il y a Teddy, il y a d'autres. Et ouais, il y a Teddy, puis tout reste bien loin. Quoi. C'est pas au coude à coude, c'est vraiment. Teddy est très haut et ça fait plaisir. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que Teddy c'est un très bon film, on le voit là dans ce contexte-là, on a 10 films de Cannes diffusés à Deauville. Mais on sait très bien que il n'aura jamais gagné un seul prix, je pense, à Cannes. Et c'est vrai que du coup, on est un peu en manque. On dit ouais super, on voit 10 films de Cannes, et finalement les 10 films globalement pour l'instant, ça donne pas grand chose. et c'est vrai que Cannes cette année, ça fait pas du rêve. J'espère quand même que les autres films auront un peu plus de gueule quoi, quand on les verra sortir le fameux label Cannes 2020. Pour l'instant, c'est été 85 et Peninsula, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a des films qui sont sortis de Cannes aussi. Ouais, été 85, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'autres. Ouais. Donc, voilà, quoi. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir de nous écouter. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de parler un peu des films d'hier, de chercher dessus, et voilà. Et de défoncer Goodman. Et du coup, on se retrouve pour le Ciné-Déj numéro 3. Allez, à bientôt.